Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. La cachette. Nous sommes dans le passé, à l'époque des guerres de religion, plus précisément la nuit de la Saint-Barthélemy. Nul ne s'enrichit innocemment. Depuis toujours, Robert en était intimement convaincu. Tous ces riches n'avaient pu faire fortune que sur le dos des honnêtes gens. Honnête homme, Dieu sait qu'il l'était. Pourtant, il devait bien l'avouer. Que n'aurait-il pas donné pour posséder un hôtel particulier le long de la Seine? Hélas, il n'avait pas la chance d'appartenir à la noblesse, ni à cette bande de coquins qui, associés entre eux, faisaient des affaires. Au début, il avait tenté de s'introduire dans ce milieu qu'on qualifiait de bourgeois et qui représentait dans la société d'Ancien Régime le seul moyen de s'élever. Tout d'abord, il avait essayé de se rendre utile auprès des marchands des Halles avant de constater qu'ils l'exploitaient. Ensuite, il avait proposé ses services aux financiers qui fréquentaient la rue de Rivoli, mais il lui avait fait comprendre qu'il ne faisait pas partie de leur monde. Il avait même entrepris de conquérir le cœur d'une jeune héritière. Pour la séduire, il s'était ruiné en costume, en bouquet de fleurs et en présents divers. Finalement, le père de la belle l'avait repoussé parce qu'il n'était pas protestant. Il aurait préféré n'importe quel autre motif. Robert ne s'était jamais vraiment intéressé aux querelles religieuses qui assombrissaient son siècle, et pour la main de la belle, était prêt à se convertir au protestantisme. Il en avait parlé à l'homme en noir, car les partisans de l'Église réformée s'habillaient toujours en noir. Il s'était entendu traiter d'horribles mécréants, teintés d'athéisme. Ce type vous aurait condamné au bûcher pour vouloir changer de religion par amour. Car entre-temps, Robert était sincèrement tombé amoureux de la future héritière. Il finit par se faire une raison et renonça la rage au cœur à fréquenter la belle. Que devait penser aujourd'hui son presque beau-père d'Henri de Navarre, qui se convertissait au catholicisme pour pouvoir épouser Margot? Il devait applaudir, à tout rompre, la paix retrouvée. N'était-ce pas la preuve que la religion était un prétexte pour lui interdire les richesses que ces castes se réservaient précieusement? Finalement, il accepta sa condition et se résolut à devenir un petit marchand. Grâce à un héritage, il acheta la patente d'un petit commerce et vivait de la vente. Il y avait pire destin, mais il ne s'offrirait jamais l'hôtel de ses rêves. Maigre compensation, comme les riches, il pouvait tricher sur les poids. Maintenant, il était devenu familier de ces bourgeois nantis qui venaient souvent lui acheter des marchandises. À ce moment, il avait l'agréable impression d'appartenir au clan. Naturellement, il prenait soin de dissimuler toute rancœur. Son seul principe, être toujours de bonne humeur et aimer tout le monde. D'ailleurs, sa réputation d'être leur ami était telle qu'un jeune jouvenceau qui avait des oreilles à la cour lui avait transmis le terrible secret: un massacre se préparait. Les partisans de la religion réformée devaient en constituer les principales victimes. Le damoiseau lui proposa de l'aider à trouver une cachette pour sauver les protestants de leurs nouveaux amis. L'homme était honnête et n'espérait aucune récompense contre les services qu'il s'apprêtait à rendre. Ensemble, ils trouvèrent une petite cave où ils pourraient dissimuler une 50aine de personnes. Marianne salua le jeune homme qui l'invitait si galamment à danser. Visiblement, le mariage du roi de Navarre avec la fille de la Maison de France changeait leur vie de huguenots. Non seulement on les invitait à la cour, mais de jeunes catholiques osaient leur rendre hommage sans craindre pour leur avenir. La danse lui plaisait. Son partenaire était charmant. De beaux cheveux châtain clair, un petit nez adorable, un sourire enjôleur et une souplesse dans le mouvement lui donnaient une aisance à faire fondre la plus puribonde des jeunes filles. Cerise sur le gâteau, la fantaisie de son habit multicolore lui allait à ravir. Un homme de goût, soigné, aimant la vie. Que rêver de mieux pour danser à la cour? Quel contraste avec l'austérité de ses coreligionnaires! Finalement, à force de considérer la vie avec sérieux, les protestants ne passaient-ils pas à côté d'une multitude de belles choses? L'absurdité des morts de ces dernières années ne lui prouvait-elle pas que la vie méritait d'être vécue, quelle que soit l'opinion qu'on pouvait avoir de la Vierge Marie? Marianne méditait ses pensées, souriant à son partenaire, sans un regard vers ses amis huguenots qui la toisaient avec réprobation. Elle était riche,
et ces jeunes prétendants devaient craindre que l'énorme dot ne leur passe sous le nez. Ses beaux yeux bleus croisaient constamment un partenaire qui, ne la connaissant pas, ne pouvait l'avoir invitée que parce qu'elle lui plaisait. Elle lui sourit encore. Elle lui souriait d'ailleurs de plus en plus. Si le damoiseau ne comprenait pas qu'il lui plaisait, qu'est-ce qu'il lui fallait? La danse se terminait. Le jeune homme voulut la raccompagner. Elle accepta, vit la mine contrariée de ses compagnons et décida soudain d'avoir chaud. Le jouvenceau ne se le fit pas répéter et emmena la belle au dehors où un ciel étoilé conviait à la mélancolie. Il prit sa main et la baisa. Elle voulut connaître son nom. Avant qu'il ne réponde, elle l'embrassa. Elle aurait voulu aller plus loin, s'en rendit compte, eut peur et planta là le damoiseau qui se demandait quelle erreur il avait bien pu commettre. Il la suivit et la vit rejoindre de jeunes huguenots qui le regardaient d'un drôle d'air. Soudain, le jouvenceau songea que cette nuit, la jeune fille risquerait sa vie. Il était un des seuls à savoir qu'un massacre se préparait grâce à une indiscrétion que la reine-mère avait commise devant une dame de compagnie. Celle-ci lui avait conseillé de quitter la capitale. Comme il refusait, elle lui en expliqua la raison. Bien sûr, il était catholique, mais quand la populace est encouragée dans un massacre, Dieu sait où elle peut s'arrêter. Comment prévenir la belle danseuse sans se trahir, dans une cour où tout le monde surveillait tout le monde? Si on le voyait parler aux Huguenots et que le massacre échouait, on devinerait très vite son rôle. Il y laisserait sa tête, sans parler des tortures préalables. Déjà, il avait pris des risques en trouvant une cachette pour en sauver le plus possible. C'est tout ce qu'il avait trouvé pour soulager sa conscience. Il regarda Marianne et songea que son envie de la sauver n'était pas seulement humanitaire. Un regard aussi bleu, sous des cheveux et des sourcils aussi noirs, était un phénomène rare mais d'une beauté divine. De plus, lorsqu'elle souriait, ses lèvres rouges dévoilaient des dents d'une blancheur harmonieuse. De longs doigts fins prolongeaient ses mains et en les baisant, il avait goûté la douceur de sa peau. Elle avait en outre un adorable parfum dont des effluves berçaient encore les narines du damoiseau. Non, il en faisait le serment, une telle beauté ne pouvait pas mourir. Même en ce jour où il se plaisait du massacre d'une partie de ses fidèles, Dieu ne pouvait pas accepter de priver l'humanité d'une telle splendeur. Il s'approcha d'elle et trouva un prétexte pour engager la conversation. Son plan était simple, ne pas la quitter d'une semelle et dès que le massacre commencerait, l'emmener dans sa cachette. Ainsi allait-on éliminer des Huguenots. Même si a priori il détestait le sang, l'idée ne déplaisait pas à Robert. Les réformés avaient exagéré. Ils connaissaient bien la caste fermée qu'ils avaient réussi à constituer et qui leur permettait d'accaparer les richesses de l'État. Si le roi, ou plutôt sa mère, avait décidé ce massacre, c'est qu'il n'existait aucun autre moyen de libérer les richesses que ces Huguenots avaient bloquées. La solution choisie par l'État était la seule envisageable. Mais, alors que le pouvoir s'apprêtait à liquider définitivement le problème protestant, de bons catholiques s'apprêtaient à les protéger. Ils avaient même prévu des cachettes à cet effet. Heureusement, la naïveté du jouvenceau l'avait mis dans la confidence. Son don de double jeu allait pouvoir servir la vraie religion, car depuis qu'il connaissait le secret, Robert avait senti pousser en lui une vocation de catholique intransigeant. Une brillante idée avait germé dans son esprit revanchard. Il se dirigea vers la maison de l'homme qui lui avait jadis refusé la main de sa fille. Les domestiques, les Huguenots avaient des domestiques catholiques, lui ouvrit la porte. Il dut insister pour qu'elle accepte de l'annoncer. L'homme voulut bien le recevoir dans la pièce qu'il destinait à son travail. Gravement, il le fit asseoir, lui demanda ce qu'il buvait et l'invita à expliquer l'objet de sa visite. Depuis le temps, Robert avait presque oublié la manière dont cette famille, où il aurait voulu entrer, décorait son intérieur. Une fois de plus, il n'en revenait pas. Comment pouvait-on transformer un si bel hôtel en résidence aussi lugubre? Décidément, pour employer ainsi leur argent, ils auraient pu le laisser à d'autres. Quel gâchis! Robert lui demanda où se trouvait sa fille. « Je l'ai envoyée en province, répondit l'autre gravement. Ce mariage ne m'inspire rien de bon. Robert ne put s'empêcher d'admirer l'instinct de cet homme d'affaires. Il lui expliqua que ses craintes étaient fondées et qu'il était venu l'aider. L'autre avoua son étonnement. « Je voulais surtout sauver Marianne, » avoua Robert, sachant que cette remarque augmenterait sa crédibilité. Il laissa l'homme préparer ses affaires, prévenir ses meilleurs amis et les quelques membres de sa famille qui avaient ignoré son conseil de partir en province. Au total, Robert se retrouva à la tête d'une quinzaine de personnes défilant dans les ruelles en fête de la capitale.
Ils arrivèrent à la cachette, s'y engouffrèrent, et Robert leur fit promettre de ne pas bouger quoi qu'il arrive. L'homme l'arrêta. « Je vous ai mal jugé, reconnut-il, mais je devais penser d'abord à l'âme de ma fille. Vous comprenez ?» Robert acquiesça de la tête. Décidément, ce fanatique ne méritait pas de vivre. Il alla à l'estaminet qui se trouvait 2 rues plus loin. Il n'avait plus qu'à attendre le début du massacre et conduire la foule vers sa cachette. Au Louvre, la fête battait son plein. Marianne appréciait de plus en plus ce jeune prétendant si drôle, dont la conversation avait même fini par séduire ses austères compagnons. Il devenait évident qu'elle tombait amoureuse. Malheureusement, comme il n'était pas de sang royal, la religion risquait d'installer une barrière infranchissable à leur amour. De tout temps, les religions avaient abhorré les unions mixtes. Soudain, Marianne sourit. Elle ne le connaissait pas 2 heures plus tôt et envisageait déjà leur union. C'était peut-être aller un peu vite en besogne. Autant danser, autant ne pas penser. Ce soir, c'était la fête. Les problèmes, on les résoudrait demain. Et elle se mit à sauter de plus belle. Il ne la quittait pas des yeux. Personne d'autre n'avait réussi à l'inviter. Elle adorait ça. Ils dansaient sans cesse. Un moment, ils se mirent à l'écart et s'embrassèrent. Tout à coup, la belle sursauta. « Écoute, dit-elle amusée, les cloches !» Ça commence, lâcha le Jouvenceau, subitement grave. Sans que la belle comprenne ce qu'il se passait, il l'emmena de force hors du Louvre et l'attira au travers des rues de la capitale. Partout, le massacre sévissait. Le Jouvenceau, dont la tenue prouvait la catholicité, emmenait la jeune fille avec une relative sécurité vers la cachette qu'il avait préparée. Tout à coup, elle s'arrêta. Il fallait aussi sauver les siens. Le jeune homme promit de partir les chercher dès qu'elle serait en sécurité. Quelques maisons plus loin, elle entendit pour la première fois une voix qui allait lui devenir familière. « N'y allez pas !» Robert leur expliqua que leur cachette était découverte. Il ne pouvait plus rien faire. Le Jouvenceau pensa à ses amis, à qui il avait confié son secret. Il devait les aider. Il confia Marianne à leur sauveur et fonça vers sa cachette. Robert prit la main de la jeune fille et l'invita à venir se cacher chez lui. Contrairement au Jouvenceau, il ne logeait pas au Louvre. Personne ne viendrait la chercher dans sa modeste demeure. Il la vit accepter et la conduisit. Arrivée chez lui, elle le supplia de sauver ses amis. Il promit de faire tout ce qu'il pouvait. Grâce aux explications de la jeune fille, il tint parole. Bientôt, le petit groupe de jeunes gens qui dansaient près du roi 2 heures plus tôt sauva sa peau chez le petit marchand. Ils essayèrent de dormir. Le lendemain, il leur prêta des habits de couleur, les aida à sortir de Paris, ils partirent vers la Navarre. Robert songea perplexe, en une nuit, il avait été le bourreau des uns et le sauveur des autres. Il soulagea sa conscience en pensant que ceux qu'il avait sauvés et dont il avait fait connaissance étaient meilleurs que ceux dont il avait causé la perte. Prudent, Robert sut taire ses exploits à tous les protagonistes. Personne ne sut jamais son rôle lors du massacre de la Saint-Barthélemy. On ignora qu'il avait participé activement à la tuerie. On ignora pareillement qu'il avait sauvé des protestants. Par contre, eux ne l'oublièrent pas. Avec moult prudence, ils continuaient à lui donner de leurs nouvelles. La jeune fille voulait savoir si son beau danseur avait survécu. En attendant, elle refusait de se marier. Robert se renseigna et apprit qu'il avait été poignardé en défendant la cachette. Il en informa Marianne qui, résignée, épousa l'un de ses compagnons de fuite. Quelques années plus tard, ils revinrent à Paris dans la cour d'Henri IV. Leur premier geste fut de rendre visite à leur sauveur, qu'ils invitèrent au Louvre. Robert accepta d'être le parrain du 3e fils de Marianne. Bien en cours, l'ex-petit marchand, devenu grand financier, s'acheta l'hôtel particulier dont il avait si longtemps rêvé. Les fêtes qu'il y donnait symbolisaient la réconciliation nationale. Souvent, Marianne allait déposer un bouquet de fleurs à l'endroit où l'unique amour de sa vie s'était sacrifié. De temps en temps, Robert l'accompagnait.